Oui, donc Feti Lawissa qui présente un dossier des massues qui était prévu pour Karima Nablin, mais qui a un engagement personnel, on va dire, qui l'empêche d'être ici. Bonjour à tous, désolée de ne pas être là aujourd'hui. Je pense que certains ont dû vous raconter mes petites mésaventures. Je vous présente un dossier dans le cadre de cette session d'experts de complications post-opératoires qui a pas mal de recul et c'est tout l'intérêt de ce dossier en même temps que le côté erreur de jeunesse que ce dossier comprend. Alors voici le cas d'une jeune femme qui était à la fin de son adolescence, qui présentait cette scoliose thoracolombaire de sommet T10, T11, qui avait un déséquilibre du tronc important, un impact esthétique important, des douleurs lombaires. Elle était à la fin d'un traitement orthopédique qui avait échoué à la stabiliser, mais elle restait très souple, très réductible, comme vous pouvez le voir, avec un dos de profil qui présentait des courbures particulièrement marquées, avec une hyperlordose lombaire, un bassin fortement antéversé et une incidence pelvienne forte, donc un dos de type 4 selon Roussouli. De face, on pouvait voir que la vertèbre stable était L4 et que la vertèbre limite inférieure était L3. Cette patiente a donc fait l'objet d'une intervention chirurgicale de correction arthrodèse vertébrale postérieure avec un très bon résultat de rééquilibration. L'arthrodèse a été étendue de T3 à L3 avec sur le profil déjà un aspect un petit peu d'aplatissement du secteur thoracique et de modification de l'alignement au niveau lombaire. Vous avez compris, je ne vais pas trop parler, mais bon, je vais peut-être quand même modérer un peu. Alors, qui aurait proposé un traitement chirurgical? Je pense que 100% de l'auditoire aurait dit oui. Est-ce que le montage vous paraît assez recouvrant, assez long, trop long, pas assez long? Est-ce que le cintrage des tiges vous paraît adéquat? Est-ce qu'il y a assez d'implants? En densité d'implants, quelles sont vos remarques? Comme ça, Donc, on voit elle est réductible hein, sur les bindings, autant la courbure que la contre-courbure. Sur le cliché en suspension, c'est pareil. Sur le profil, alors, il y a une atypie de transition lombo-sacrée, puisqu'il y a une lombalisation de L5, mais j'ai compté les vertèbres, elles y sont. Le nombre, il y a 5 vertèbres lombaires et 10 thoraciques. Binding, et on passe au média. Cette patiente a donc fait l'objet. Il y a des remarques sur le montage. Feti, pour toi, L5, c'est laquelle de profil? L5, c'est Quand tu laquelle dis de profil? Pour moi, L5, c'est. Ouais. Tu peux l'indiquer? L5 de profil, Oui. c'est celle-là. À partir de là, Ah, tu comptes, il y a 5 lombaires, et après il y a 12 thoraciques, et après il y a 7 cervicales, jusqu'à C1. on ne voit pas la flèche. Ah, pardon. Oui, le pointeur, oui. Il est là. Là. Là, c'est L5. D'accord. À partir de là, Allez, excusez-moi. Je fais un truc pour les galéries sinon. Et quand tu as un truc comme ça, ton incidence pelvienne, tu la mesures où? Tu la mesures sur le dernier, sur S2 ou sur S1? Alors voici le cas d'une jeune. Ok, excusez-moi. Je m'en ai encore 30 secondes. Parce que si tu prends. Karima est un différé. Si tu. Alors, je n'ai pas le goniomètre dans les yeux, mais si tu prends. Attendez, stop. On n'est pas qu'on laisse toute la présentation discute après parce que c'est un petit peu embêtant de faire ça à chaque fois. Ouais, c'est vrai. on va les faire. On fait un vote. On était là? On était Ah, là. c'est bon, pas de problème. Allez, question diapo. Cette patiente a donc fait l'objet d'une intervention chirurgicale de correction arthrodèse vertébrale postérieure avec un très bon résultat de rééquilibration.
L'arthrodèse a été étendue de T3 à L3 avec sur le profil déjà un aspect un petit peu d'aplatissement du secteur thoracique et de modification de l'alignement au niveau lombaire. Cette patiente a commencé rapidement à se plaindre de douleurs cervicales à partir du 4e mois post-opératoire. Une consultation additionnelle a été réalisée car elle se plaignait de douleurs importantes avec une EVA qui pouvait monter à 7 à 8 sur 10, des douleurs interscapulaires. Et sur la radiographie, on pouvait voir une petite tendance à la kyphose jonctionnelle sans qu'on puisse parler à proprement dit d'une complication jonctionnelle supérieure. On notait également de face une dégradation du résultat chirurgical avec une nouvelle asymétrie de taille qui occasionnait également une insatisfaction sur le plan esthétique. Les radiographies, cependant, ne montraient pas de signes de décèlement ou de complications liées au matériel. Et on a préféré jouer la carte du temps, proposer à la patiente une prise en charge rééducative adaptée par rapport à une éventuelle fatigabilité musculaire sur cette nouvelle. À 1 an de cette intervention chirurgicale, la patiente revient avec une plainte douloureuse toujours présente, mais cette fois-ci délocalisée dans la région lombaire, décrite comme une douleur mécanique avec un certain besoin de rétroversion, 30 jours sur 30 avec une EVA à 8 sur 10 et également une insatisfaction sur le plan esthétique avec un déséquilibre coronal qui se maintient, une taille asymétrique chez une patiente qui est par ailleurs très mince et qui focalise sur cette asymétrie coronale. Curieusement, la patiente commence à se plaindre de cruralgie avec un déficit sensitif décrit au niveau de la région de l'aine, au niveau de la cuisse, de topographie L2, L3, pas très claire, sans aucun signe neurologique objectif associé. Étant donné le caractère curieux de cette présentation et de l'absence d'anomalies par ailleurs, un EMG est demandé ainsi qu'un avis neurologique, puis un deuxième avis neurologique. On a un électromyogramme qui est strictement normal et pas d'orientation bien claire sur ces sensations douloureuses. On tente donc un corset de façon à la délordoser, essayer d'ouvrir un petit peu les espaces postérieurs. La patiente est améliorée et on décide donc d'une solution de reprise chirurgicale pour une prolongation. Je m'arrête peut-être là pour que vous puissiez discuter de ce dossier et donner vos arguments, vos critiques. La patiente est finalement... On s'arrête ou on poursuit? Oui? Oui, bah oui. C'est elle qui... c'est son... Je reviens. Qu'est-ce que vous voulez voir? Le pré-op? Donc, pour répondre à la question de Federico, donc 5 vertèbres lombaires à partir de celle-ci, 12 thoraciques et 7 cervicales. Donc là, c'est clair, l'incidence pelvienne, elle se mesure ici, ainsi que la pente sacrée. Je pense que vous êtes d'accord. On a envie de chipoter sur le profil, mais c'est vrai que c'est quand même bien comme chirurgie. Donc, personnellement, je n'ai pas trop de reproches à faire, de remarques négatives. Elle a une lordose thoracolombaire. Voilà. Ça, c'est toujours embêtant. Ouais. Toujours. Qu'est-ce que tu en penses, Federico? Moi, je dirais qu'elle est trop lordosée dans la région thoracique haute ou thoracolombaire. Que le point d'infection est probablement trop haut. C'était un peu le sens. En fait, je suggérais qu'on mesure l'incidence pelvienne sur S2, même si ça ne se fait pas, en me disant que c'était un type 4 extrême et qu'il fallait remonter la lordose très haute, un peu pour défendre le montage, mais finalement, je me rends compte que... Mais ça arrive, hein. Ça arrive. Elle a analysé les radios. Ouais. L'analyse des radios, ça arrive. Après, j'aurais fait un peu plus court en haut, un peu plus long en bas. Un peu plus court. J'aurais fait T4, L4, parce que L4, elle est encore tournée.
Et en haut, je pense qu'il n'y avait pas besoin de monter un T3. Mais bon, ça, Pourquoi L4 et pas L3 comme l'a fait Kariman? L4 parce qu'L4 elle reste tournée. Donc L3, elle n'est pas la dernière vertèbre, euh, elle n'est pas la dernière vertèbre non neutre. Après, même si elle a une lordose un petit peu trop longue et un profil syphotique un petit peu trop plat, ça n'explique pas ces douleurs depuis un an, 30 jours sur 30 avec une EVA à 8 sur 10. Oui, c'est vrai. Non, il n'y a pas à dire. C'est vrai. Vas-y, montre-nous la suite. La patiente est finalement reprise pour réaliser une prolongation distale en L4. Il faut simplement noter qu'en novembre 2016, la patiente fait une pancréatite aiguë sur lithiase et subit une cholécystectomie, mais elle souhaite maintenir l'intervention au mois de février, comme elle l'avait demandé. Et on réalise une prolongation d'un niveau pour corriger le déséquilibre coronal et également pour tenter de délordoser cette patiente. La correction coronale est obtenue, la correction de l'hyperlordose est également obtenue, mais en conservant la forme de dose sous-jacente. La patiente fait une complication infectieuse, puisqu'à J10, elle revient avec une cicatrice qui coule, présente de la fièvre. On retrouve au niveau des germes un staphylocoque aureus et un Escherichia coli métillaire. La patiente est bien évidemment reprise pour lavage et antibiothérapie adaptée. L'évolution à distance de cette reprise est défavorable avec la persistance de douleurs chroniques. Une patiente qui réclame également l'ablation de son matériel qu'elle ne supporte plus. Une discussion s'engage avec le psychiatre, les médecins de médecine physique et réadaptation. Et devant l'aggravation du syndrome jonctionnel supérieur et les antécédents d'infection du site opératoire, une ablation matérielle est décidée. Vous pouvez voir qu'à quelques semaines de l'ablation matérielle, on a une patiente qui finalement garde un déséquilibre coronal avec une courbure scoliotique qui se réaggrave un petit peu par rapport à ce qu'on avait obtenu par la chirurgie, mais de profil qui revient petit à petit à son profil initial et en tout cas qui réussit à contrer le syndrome jonctionnel supérieur. Nous voici maintenant à 7 ans de sa première intervention chirurgicale et donc à 4 ans de cette ablation matérielle. Cette patiente est maintenant adulte, elle s'est engagée dans une formation de photographe, elle a vécu plusieurs hospitalisations en rééducation pour un tableau de douleurs chroniques. Sur le plan de la correction de la déformation scoliotique, on voit que finalement les choses se maintiennent depuis l'ablation matérielle. On n'a pas clairement d'aggravation rapide de son déséquilibre coronal, mais le résultat est tout de même très insatisfaisant au regard de ce qu'elle était en préopératoire. Et de profil, on constate quand même la persistance d'un syndrome jonctionnel supérieur et le retour à ce schéma d'hyperlordose avec une extension du point d'inflexion en thoracique. Si on regarde les paramètres pelviens de cette patiente, c'est une patiente qui présente une incidence pelvienne aux alentours de 50 degrés, mais l'antéversion pelvienne est légèrement diminuée par rapport à ce qu'elle était antérieurement. Elle est en rétroprojection postérieure tout de même, avec un ratio de Barré qui est perturbé. Et surtout, on constate que la lordose lombaire est clairement excessive, avec une distribution qui est somme toute plutôt correcte, mais une tendance à la lordose dans le secteur thoracolombaire, ce qui explique cette nécessité de flexion proximale et donc de persistance du syndrome jonctionnel proximal. A posteriori, la critique peut paraître facile, mais elle est très intéressante. Ce dossier comporte plusieurs erreurs. La première cause identifiée d'échec est bien évidemment la forme de tige initiale qui avait placé la patiente dans une
situation d'aplatissement du secteur thoracique et une correction insuffisante de cette charnière thoracolombaire qui finalement avait été maintenue en hyperlordose. Lorsque le patient est mobile avec sa scoliose, il peut facilement mobiliser cette charnière, mais à partir du moment où le secteur est enraidi, le seul moyen pour lui de se rééquilibrer est bien évidemment d'aller chercher de la flexion au-dessus du montage et donc de créer cette syphose jonctionnelle proximale. La deuxième cause d'erreur clairement identifiée ici est la stratégie qui a été choisie pour améliorer la patiente, c'est-à-dire la prolongation distale, puisqu'il aurait fallu corriger cette charnière thoracolombaire et d'autre part, bien discuter de l'intérêt ou non de prolonger par rapport au déséquilibre coronal résiduel, puisque celui-ci restait minime. La stratégie a clairement été choisie pour essayer de répondre aux deux problématiques, pour finalement réaliser un one-shot pour répondre à ses attentes, mais il aurait fallu avoir le courage de lui proposer d'emblée une reprise de l'ensemble du secteur thoracolombaire en réalisant des Smith-Petersen inversés, de façon à pouvoir à la fois rééquilibrer le profil et corriger éventuellement le déséquilibre coronal, ou en tout cas proposer déjà à la patiente de corriger ce trouble-là qui lui causait. Si on regarde un petit peu l'évolution entre le préopératoire et le post-opératoire, on voit que cette patiente avait finalement une forme de dos qui était tout à fait adaptée, avec finalement tous ces voyants au vert qui montraient clairement qu'elle avait une bonne congruence lombopelvienne, un point d'inflexion qui était un petit peu haut, mais avec une charnière thoracolombaire qui était neutre, puisqu'elle était située à peu près dans la marge 5 degrés moins 5 degrés. Donc, elle était sur un profil rachidien de type Roussouly 3 antéversé, qui est tout à fait présent en physiologie, et un profil sagittal de scoliose de type KAG1 qu'il aurait fallu préserver. Donc la réalisation d'un montage sur mesure aurait simplement reproduit cette forme de dos, et on voit que sur la tige qui a été réalisée en péropératoire, on a au contraire lordosé la patiente jusqu'à remonter à peu près en T9, T10, ce qui a causé cette lordose lombaire proximale excessive et un besoin de redistribuer. Si on en revient justement à l'application de ces principes, on voit clairement qu'on est dans le cas de figure où la patiente était dans le groupe vert, avec une syphose bien distribuée, l'absence de lordose jonctionnelle et une syphose thoracique tout à fait adéquate. Et en faisant cet acte chirurgical inadapté, on a plutôt créé une forme de dos de type 3 qui, du coup, nécessite cette syphose jonctionnelle. Ce dossier intéressant mais bien dommageable pour la patiente montre bien l'importance d'analyser la face et le profil. Il est important aussi de bien déterminer la forme de tige selon la classification sagittale pour les montages qui descendent au bassin, bien se corréler au type de Roussouly, et pour ce qui est des arthrodèses suspendues en thoracique ou thoracolombaire, de bien se coller à la classification sagittale des scolioses. Il faut toujours faire le compromis entre une fusion la plus courte possible, certes, mais la plus équilibrée, que ce soit sur la face, mais la critique n'était pas tant sur ce dossier, sur cette partie-là du dossier, et le respect du type de dos. Et on voit bien aussi dans ce cas de figure que dans les scolioses idiopathiques, étant donné qu'on ne fixe pas au bassin, on ne peut pas espérer un quelconque changement au niveau de la version pelvienne et au niveau du type de Roussouly. Et il faut donc préserver la forme initiale du patient et travailler en amont en jouant sur les réciprocités. On a un petit exemple ici avec un dossier un petit peu similaire, voire une patiente avec une hyperlordose dans le secteur thoracolombaire. On est là franchement sur un type 4 de Roussouly. La patiente reste quand même globalement bien équilibrée. L'hyperlordose correspond à peu près à l'apex de sa scoliose. La correction chirurgicale vise par des libérations postérieures, par de simples atractomies, voire des Smith-Petersen, à aller chercher de la flexion dans cette charnière thoracolombaire
de façon à obtenir les corrections réciproques qui vont se passer dans le secteur thoracique supérieur et ainsi de permettre à la patiente de se rééquilibrer dans les disques lombaires inférieurs sans espérer qu'elle change la forme de son. Et donc, la conclusion, c'est clairement que tous ces patients nécessitent, même si ça reste des chirurgies faciles, d'être analysés, d'être planifiés et que l'exécution respecte strictement ce qui avait été décidé de façon à obtenir un plein succès, comme dans le cas de cette jeune fille qui, elle, est à 4 ans de recul. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et m'excuser encore une fois de ne pas être parmi vous. J'ai la chance aujourd'hui de fêter les 19 ans de mon aîné. Je conclus simplement sur ce conseil avisé d'un un peu plus ancien que moi, Monsieur Saldegosi, qui a quand même beaucoup insisté ces 2 dernières années sur l'importance d'éviter le bruit. Merci Kariman. Petit un dernier commentaire? Non, non, je laisse place à la discussion. Quelques questions dans la salle encore? Christophe? Merci. La question qui se pose, c'est dans les thoracolombaires, quand est-ce qu'il faut aller assez haut en dorsale ou quand est-ce qu'on ne peut considérer que la courbure thoracolombaire? Pour le premier cas, là, s'arrêter en T8 ou T9, notamment chez les jeunes. Quand j'ai quelqu'un de 60, 70 ans, on aura tendance à aller en haut. Mais pour les adolescents, je ne sais pas qui va jusqu'en T2, T3 à cause de la syphose, plutôt que de ne concerner que la courbure thoracolombaire. Alors, si je sais qu'on n'est pas aux États-Unis, mais si on suit les critères de Lenki, normalement, là, c'est une Lenki 1, donc une thoracique, même si l'apex est très bas. Donc, si l'apex dépasse et au-dessus de T12, il faut considérer que c'est une thoracique, donc il faut prendre toute la syphose. Après, là, et aussi, c'est une convexe droite. Donc, logiquement, il faut la traiter comme une thoracique basse. Après, malheureusement, il y a des cas charnières comme ça qui sont un peu difficiles à trancher. Je crois que le principal message, elle l'a bien expliqué, Kariman, c'est de ne pas trop leur doser trop nos patients et de bien respecter le point d'inflexion. C'est une erreur un peu classique dans ces courbures thoraciques basses, où on les projette en arrière et après tout se dégrade. C'était le secteur thoracolombaire qui était remis en extension, donc il faut le respecter. Monsieur Steib? Vous savez que je n'utilisais pas les tiges précintrées. Et dans le cintrage in situ, il y avait une erreur que j'ai commise et je l'ai payée. C'est que si vous prenez cette scoliose thoracolombaire par la convexité, si vous voulez la déroter, vous allez pousser dans la convexité. Et si vous allez pousser dans la convexité, vous fabriquez une lordose. Et donc, il ne faut pas pousser, il faut tirer dans la concavité pour déroter et obtenir un dos plein ou une petite syphose. Et si on pousse sur la convexité pour déroter, eh bien, on est embêté. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand elle a enlevé le matériel, elle est revenue en scoliose parce qu'elle s'est redérotée et elle a refait de la rotation. En faisant de la rotation, elle a un peu aplati cette horrible lordose que l'on fait quand on pousse sur la convexité. Merci. Et un dernier commentaire maintenant que j'y pense. Je viens de lire un papier sur ce qu'il faut faire quand on a une scoliose infectée avec du matériel qu'on pourrait enlever ou pas. Et ils ont comparé les reprises avec ablation et reprises avec repose. Sur le plan septique, c'est équivalent. Donc, le fait de reposer du matériel dans le DUPU, ce n'est pas si grave. Mais sur le plan mécanique, il vaut quand même mieux remettre du matériel, même à minima. Merci en tout cas Kariman à distance, à Féti qui a joué le jeu.